Alors, on avait terminé le dernier amphi par quelques considérations sur le gaz parfait classique et certaines difficultés qui apparaissent à suffisamment basse température. Alors, vous voyez, sur le titre d'aujourd'hui, il y a deux mots nouveaux. Il y a le mot quantique et il y a le pluriel. Vous savez que les particules de la nature se scindent en deux catégories, les fermions et les bosons. Pour faire simple, les fermions, hop, là, je ne suis pas du tout à ce stylo-là, les fermions n'aiment pas se mettre dans le même état quantique, il est même interdit de mettre deux fermions dans le même état quantique. Par contre, les bosons aiment bien se mettre dans le même état quantique. Et on va voir que ce caractère fermionique ou bosonique va jouer un rôle essentiel sur le gaz parfait à suffisamment basse température où ce caractère se manifeste. Alors, on avait donc terminé le cours précédent en réalisant que si on considère donc le gaz parfait classique, son entropie, on avait vu qu'à suffisamment basse température, il y avait une contradiction, une difficulté, puisque l'entropie devient négative, ce qui n'a aucun sens, bien sûr. L'entropie compte un nombre d'états, donc l'entropie est forcément positive. C'est le log d'un nombre d'états. Et donc, on avait identifié un problème dans la situation où la longueur d'onde thermique de De Broglie, qui mesure essentiellement l'extension des fonctions d'onde à température finie, devient grande devant la distance entre les atomes. Et donc, on est limité par cette description classique, et on va avoir donc recours à la mécanique quantique. On avait vu donc effectivement que si l'extension typique des particules est petite devant la distance interatomique, on peut les traiter comme des objets indépendants, donc on est dans la limite classique. Par contre, si cette extension devient grande devant la distance entre les particules, on a des recouvrements de fonctions d'onde, des corrélations d'origine quantique, et donc là, il va falloir travailler dans cette région. Donc, le critère entre ces deux régimes, c'était donc la longueur d'onde de De Broglie de l'ordre de la distance entre les atomes, et traduit en termes d'énergie caractéristique, on avait fait apparaître une énergie caractéristique, ou si vous préférez une température caractéristique, que l'on construit naturellement. On construit naturellement une échelle d'énergie avec une masse et une longueur. La longueur, c'est la distance typique entre les atomes, et on avait donc identifié cette énergie caractéristique. Donc, il va falloir maintenant se poser la question, reprendre notre façon de travailler de la physique statistique, donc chercher les manifestations macroscopiques du comportement microscopique, qui est décrit par la mécanique quantique. Et la question qu'on va se poser par rapport à tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est qu'est-ce qui se passe si ces constituants sont indiscernables? Alors, on a déjà un petit peu envisagé cette question quand on a étudié le gaz parfait classique. On a vu qu'il ne fallait pas compter plusieurs fois des micro-états identiques par permutation des particules. On avait ce terme factoriel n, donc qui prend en compte cette indiscernabilité, mais pas complètement. Par exemple, on ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe si on a deux particules qui sont au même endroit. Et donc, c'est cette question qu'il va falloir se poser maintenant, et donc on va voir que ce caractère fermionique ou bosonique va jouer un rôle essentiel sur la thermodynamique, donc à basse température. Donc, s'il s'agit de fermions, on va voir que l'étude de ce gaz de fermions va nous donner accès à la compréhension des propriétés de transport électronique, les métaux, les isolants, les propriétés magnétiques. Vous savez certainement que l'origine de magnétisme est liée au principe d'exclusion de Pauli. Le magnétisme, c'est une vieille science, mais aussi très moderne, en particulier la spintronique, qui tend à contrôler le transport électronique en contrôlant le spin, grâce à la découverte donc, de notre prix Nobel Albert Fert. Et puis, on verra que la physique des métaux peut se décrire de façon tout à fait analogue à la physique de certaines étoiles. Donc, on a un caractère universel dans la description de ces gaz de fermions. S'agissant de gaz de boson, on s'intéressera à une propriété
qui a été observée relativement récemment, dans les années 90, la condensation de Bose, qui était prévue par Einstein, par Bose et Einstein, qui n'est pas sans relation avec les propriétés de suprafluidité et de supraconductivité. On n'ira pas jusqu'à faire un cours sur ces phénomènes, mais on essaiera de voir un petit peu d'où ça vient. Un exemple important de boson, ce sont les photons. Donc un gaz de photons, c'est le rayonnement électromagnétique qui nous entoure. Donc l'étude de ce gaz de photons nous amènera à étudier le rayonnement solaire, l'équilibre thermique de la Terre, et puis on ira jusqu'à, donc ça sera quasiment vers la fin du cours de physique statistique, vers l'étude du rayonnement cosmologique de l'univers. On peut commencer à mettre en place des outils qui serviront aussi à l'étude des lasers, ce qu'on ne fera pas évidemment dans ce cours, on ne peut pas tout faire. Alors, je rappelle un peu la démarche et le point de départ. On était parti de la seule hypothèse que pour un système isolé à l'équilibre, tous les micro-états accessibles sont équiprobables. Et à partir de là, on a déroulé le formalisme des ensembles canoniques, à partir essentiellement de l'entropie d'un système isolé. On a retrouvé les lois de la thermodynamique classique en leur donnant une interprétation microscopique. On a décrit certains systèmes bien connus, comme le gaz parfait, mais de façon microscopique et statistique. En cours, en petite classe, vous avez vu un certain nombre, et en cours aussi d'ailleurs, un certain nombre d'exemples simples. Un qui me paraît très important, c'est l'étude des vibrations des solides et la capacité thermique des gaz, pour laquelle on a eu recours à un modèle quantique, qui est le modèle d'Einstein, et qui permettait de comprendre qu'à suffisamment basse température, par rapport à une température caractéristique, vous avez gel des degrés de liberté. Alors cette notion de gel de degrés de liberté, c'est vraiment important. On a essayé de la systématiser quand on avait plusieurs types de degrés de liberté, et on avait vu donc systématiquement que si on identifie une température caractéristique de vibration, de rotation, si la température est plus grande que cette température caractéristique, on a un problème classique, mais si elle est plus petite que cette température caractéristique, on a un gel des degrés de liberté, et ce gel des degrés de liberté est décrit par la mécanique quantique. Alors c'est un petit peu cette démarche qu'on va avoir aujourd'hui en se posant la question, qu'est-ce qui se passe pour les degrés de liberté de translation, par exemple. Et de façon systématique, vous voyez que pour savoir si un problème est classique ou quantique, il faut toujours identifier une échelle d'énergie, comparer kT à l'échelle caractéristique du problème. Et là, on a déjà identifié cette échelle caractéristique, et donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque la température est plus petite que cette échelle caractéristique. Donc, on va essayer d'étudier en parallèle la thermodynamique d'un ensemble donc, de particules identiques indiscernables, qu'elles soient des fermions ou des bosons. Alors, vous savez qu'en ce qui concerne les fermions, une manifestation spectaculaire, c'est le principe d'exclusion de Pauli, qui interdit d'avoir deux particules dans le même état quantique, qui fait en particulier la stabilité du noyau atomique. Et donc ce traitement parallèle des fermions et des bosons a été systématisé en particulier par Dirac et Heisenberg, par ce qu'on appelle le postulat de symétrisation. Alors je vous rappelle ce qu'est ce postulat de symétrisation. Donc je reprends rapidement les éléments d'un cours de Manuel Joffre. Évidemment rapidement, et je garde ce qui va vraiment nous être indispensable ici. Et donc, ce postulat de symétrisation contraint la symétrie des états quantiques de particules indiscernables. C'est-à-dire que si vous avez une fonction d'onde à n particules, cette fonction d'onde, si ces particules sont des bosons, alors les bosons, ce sont les particules de spin entier, les photons. Donc, si ces particules sont des bosons, la fonction d'onde est symétrique par rapport à l'échange de deux particules. P12, c'est l'opérateur qui échange deux particules dans cette fonction d'onde à n particules. Donc elle est symétrique. L'application de cet opérateur, vous avez ici un signe plus. S'il s'agit de fermions, alors les fermions, ce sont les particules de spin demi-entier, donc par exemple les électrons, les protons, les neutrons. Dans ce cas-là, la fonction d'onde est antisymétrique
par l'échange de deux particules. Alors je rappelle que si vous avez affaire à des particules composites, constituées par exemple de plusieurs fermions, si ces particules contiennent un nombre pair de fermions, cette particule composite va se comporter comme un boson, et si elle contient un nombre impair de fermions, elle va se comporter comme un fermion. On en reverra un exemple tout à l'heure. Alors ce postulat de symétrisation va donc imposer la structure des états quantiques, la structure des fonctions d'onde. Et donc, en fait, on va utiliser les mêmes outils que ce que je vous avais dit. On a terminé avec la construction des outils de la physique statistique. Donc, essentiellement, on va calculer des fonctions de partition, canoniques par exemple. Donc, tout passe par le calcul de cette somme. Mais en fait, ce postulat de symétrisation impose des conditions sur la nature de ces états. Donc forcément, va conditionner la répartition des niveaux d'énergie et donc toute la thermodynamique. Donc selon que ces états seront fermioniques ou bosoniques, on aura des comportements macroscopiques complètement différents. Alors, on va commencer doucement. Première question, on va se poser la question, quand est-ce que ces effets quantiques deviennent importants? Donc ça, on l'a déjà discuté. On a vu que ces effets quantiques deviennent importants si la longueur de De Broglie est de l'ordre de la distance entre les particules. On représente ce critère aussi souvent sous cette forme-là. Vous voyez que la densité, si je suis à 3 dimensions, c'est donc n sur v, c'est l'inverse du volume occupé par une particule, hein, typiquement. Donc ce critère ici, je peux le réécrire sous cette forme-là. Et on peut aussi donc le réécrire comme un critère sur l'énergie. Donc si ce critère ici, lambda t de l'ordre de A, c'est donc kT de l'ordre de cette énergie caractéristique que je choisis aussi d'écrire en fonction de la densité. 1 sur A carré, bien évidemment, c'est ρ à la puissance 2 tiers. Donc vous voyez que cette température caractéristique dépend à la fois de la masse des constituants et de leur densité. Et plus T étoile est grand, plus le système est quantique. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir donc déjà de cette formule simple? C'est que donc les atomes légers sont plus quantiques les gaz d'atomes légers sont plus quantiques que les gaz d'atomes lourds. Un gaz d'électrons, comme la masse des électrons est beaucoup plus petite que celle des atomes, un gaz d'électrons est plus quantique qu'un gaz d'atomes. Et bien sûr, donc, le caractère quantique augmente avec la densité. Alors, je vais prendre quelques exemples. La première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'air, le gaz qui nous entoure, est-ce que c'est effectivement un gaz classique ou est-ce que je dois utiliser la mécanique quantique? Alors, donc, on va essayer d'estimer cette température caractéristique. Donc, si on prend l'air, on va prendre par exemple de l'oxygène. La densité, 1 mole dans 22 litres 4. Donc voilà, ça fait typiquement cette densité. Et donc, on trouve une température T étoile qui est 10-3 Kelvin. C'est-à-dire que l'oxygène gazeux devrait être traité de façon quantique en dessous de cette température. Alors évidemment, on ne va pas l'atteindre, puisque avant, l'oxygène va devenir liquide. Alors on pourrait se poser la question, quid de l'oxygène liquide? Alors évidemment, ce n'est pas un gaz parfait, il y a des interactions entre les constituants, mais essentiellement, ce critère dimensionnel, on va le garder. Alors donc, si on a un liquide, bon, essentiellement, entre le gaz et le liquide, on a 3 ordres de grandeur dans la densité, et donc une température T étoile qui est de l'ordre de 0,1 Kelvin. Donc, l'oxygène liquide serait un liquide quantique en dessous de cette température. Oui, mais simplement, il va se solidifier avant, à 54 Kelvin. Donc, l'oxygène, liquide ou quantique, c'est un gaz ou un liquide classique. Par contre, on voit que si on pouvait considérer un liquide avec des atomes plus légers, donc, par exemple, un des plus légers, l'hélium liquide, donc la densité, c'est à peu près la même. Par contre, la différence, c'est que les atomes sont plus légers. Et donc, dans ce cas-là, on trouve une température caractéristique qui est de l'ordre du Kelvin. Or,
à une température du Kelvin, l'hélium reste liquide. En fait, l'hélium reste liquide jusqu'à température nulle. L'hélium, c'est un liquide quantique très léger, donc à cause de cette légèreté, vous avez un mouvement de point zéro qui est important, une énergie de point zéro qui est importante, qui fait que l'hélium reste liquide, même à température nulle. En fait, pour le solidifier, il faut appliquer une pression importante. Donc c'est très bien, en fait, à cette température, l'hélium est un liquide quantique. Et effectivement, le caractère fermionique ou bosonique joue un rôle important. Si vous considérez l'hélium 4, l'isotope hélium 4, dans l'hélium 4, vous avez 2 électrons, 2 neutrons et 2 protons. Donc vous avez 6 fermions, donc l'hélium 4 se comporte comme un boson. Par contre, dans l'hélium 3, il manque un neutron, et donc vous avez un nombre impair de fermions, et donc l'hélium 3 est un fermion. Et donc ces deux isotopes ont des propriétés complètement différentes. L'hélium 4 a cette propriété spectaculaire qu'il est suprafluide, donc autour de cette température, alors que l'hélium 3 ne l'est pas. Il lui arrive d'autres choses, mais à beaucoup plus basse température. Donc en tout cas, on voit bien donc, cette manifestation du caractère fermionique ou bosonique sur les propriétés à basse température. Et puis un gaz très quantique qui va nous intéresser, c'est un gaz de particules très légères, que sont les électrons. Donc si je passe de la masse typiquement d'un nucléon ou de quelques nucléons à la masse d'un électron, il y a un facteur 2000 au moins entre un nucléon et l'électron. Et donc, cette fois-ci, alors une densité... on va s'intéresser aux électrons libres, aux électrons délocalisés dans un métal. Évidemment, vous avez les électrons de cœur au cœur des atomes qui ne bougent pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est le gaz d'électrons. Donc, dans un métal, vous avez essentiellement 1 ou 2 électrons libres par atome. La densité d'un métal est un petit peu plus grande que celle d'un liquide, donc ça ne va pas changer grand-chose ici. Par contre, la masse est beaucoup plus petite et on arrive à des températures de l'ordre de 10 000 Kelvin, des températures caractéristiques de l'ordre de 10 000 Kelvin. Ce qui fait qu'à température ambiante, eh bien, le gaz d'électrons est très quantique et doit être absolument décrit par la mécanique quantique. Donc voilà un certain nombre de critères. On en verra d'autres. Par exemple, dans les étoiles, la densité est extrêmement grande. Donc ces températures caractéristiques sont extrêmement grandes. On aura besoin de la mécanique quantique pour décrire ces étoiles. Bien, donc vous voyez un petit peu pourquoi on va avoir besoin de la mécanique quantique et dans quelles conditions. Avant d'aller dans la technique, je dirais, on va essayer de deviner qualitativement comment ces effets quantiques peuvent se manifester. Et pour se poser cette question, je vais me placer par rapport au gaz classique. Donc le gaz classique, j'écris la relation fondamentale pour le gaz classique, que la pression ou l'énergie, donc ces deux fonctions ici, sont proportionnelles à la température. Donc voilà, ici, PV égale NKT. Et donc je sais que ça, c'est vrai au-dessus de la température caractéristique T étoile. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer en dessous? Donc des déviations par rapport à cette loi. Comment imaginer ces déviations? Si on a affaire à des fermions, les fermions, ils ont tendance à s'éviter. C'est le principe d'exclusion. Donc, on peut concevoir que si on a des écarts par rapport à la pression classique, c'est des écarts qui vont être vers le haut. C'est tout à fait qualitatif, mais tendance à s'éviter, ça a tendance à augmenter la pression. Par contre, les bosons ont tendance à se condenser, donc ça va aller plutôt dans l'autre sens. Voilà ce qu'on peut espérer qualitativement, et le but de ce cours et du prochain, en fait, va être de répondre à ces points d'interrogation et de remplir ici, de comprendre complètement ces comportements, mais voilà qualitativement ce à quoi on peut s'attendre. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est obtenir deux fonctions qu'on appelle les statistiques quantiques, donc de Fermi, Dirac et de Bose-Einstein, qui vous disent comment, à température finie, on doit remplir les états quantiques. Quand on est à température nulle et qu'on a affaire à des fermions, il faut donc, comme on ne peut pas en mettre deux dans le même état, il faut, dans le fondamental, les remplir par un niveau d'énergie successif. Et donc, on a un facteur de remplissage qui est 1 pour tout cela, et puis ensuite qui est 0. Ça dépend du nombre d'électrons que j'ai à ma disposition.
Et ce facteur ici vous dit comment on remplit, à température finie, comment on remplit ces états quantiques. Pour des bosons, à température nulle, ben, ils se mettent tous dans le fondamental, et cette fonction vous dit comment ils vont s'organiser à température finie. Donc ce sont ces deux fonctions qu'on va essayer d'obtenir aujourd'hui, donc deux résultats très importants qui portent les noms de ces quatre physiciens. Alors pour comprendre l'importance de l'indiscernabilité, les conséquences du postulat de symétrisation sur le calcul des fonctions de partition, on va commencer simplement sur deux exemples simples, qui sont les exemples simplement de deux particules, dans un système à deux niveaux et dans un système avec un spectre quelconque. Ensuite, on abordera, on verra comment décrire ça de façon complètement générale. Donc je reviens à un système à deux niveaux, d'abord avec une seule particule. Donc ça, c'est exactement le transparent un transparent que vous aviez dans le deuxième amphi. Donc pour un système à deux niveaux, la probabilité d'être dans le fondamental, c'est un facteur de Boltzmann. Donc ici, c'est l'énergie nulle, donc 1. Et puis dans l'état excité, c'est exponentielle moins bêta E. Donc l'énergie interne, c'est l'énergie moyenne que vous pouvez obtenir à partir donc, de la fonction de partition canonique. Là, il n'y a que deux états, c'est extrêmement simple. Et donc, on peut obtenir l'énergie par cette formule maintenant bien connue. Donc, énergie qui tend vers 0 à température nulle. La particule est dans son fondamental. Et puis, à haute température, à haute température, les deux états deviennent équiprobables. Et donc, l'énergie moyenne, c'est epsilon sur 2. Alors maintenant, on va considérer deux particules dans ce problème, dans ce système à deux niveaux. Alors, si ces deux particules, d'abord, sont discernables, si je peux attribuer une couleur à ces deux particules, eh bien, je vais m'occuper d'une particule puis de l'autre, et vous savez que l'intérêt du formalisme canonique, c'est que la fonction de partition se factorise. Donc, cette fonction de partition ici, donc le carré de celle-là, je l'ai développée ici pour identifier les quatre termes de cette fonction de partition. Vous voyez, ces quatre termes, ils sont reliés ici à ces quatre microétats, à ces quatre configurations. Les deux particules dans le fondamental, une dans le fondamental et une dans l'état excité, mais comme elles sont discernables, il y a deux possibilités. Et donc, on retrouve le développement de ce binôme. Et comme la fonction de partition est le produit, le carré de fonction de partition à une particule, eh bien, l'énergie qui est reliée au log, évidemment, est deux fois l'énergie à une particule. Alors maintenant, on va considérer la situation où ces particules sont indiscernables, et d'abord, la situation où ce sont des bosons. Qu'est-ce qui change si ce sont des bosons? Il n'y a plus de couleur. Par contre, je peux en mettre deux dans le même état, donc cet état est autorisé, celui-là aussi. Mais ici, au lieu de compter les deux états quand j'avais bleu-rouge et rouge-bleu, je n'en ai plus qu'un seul. Donc j'ai ici 1 au lieu d'un facteur 2. Donc vous voyez qu'évidemment, cette fonction de partition ne se factorise plus. Et si je cherche à calculer l'énergie moyenne, qui est simplement, c'est une ligne de calcul, c'est la dérivée logarithmique de cette quantité-là, eh bien évidemment, ce n'est pas la même que si les particules étaient discernables. Maintenant, si au lieu de considérer de bosons, je considère de fermions, j'oublie le spin, donc voilà, donc j'ai deux fermions, donc particules indiscernables, et en plus, je ne peux pas en mettre deux dans le même état. Donc par rapport au boson, cet état-là est interdit, et cet état-là est interdit. Donc il n'en reste plus qu'un. Donc la fonction de partition n'a plus qu'un seul terme, et évidemment, l'énergie moyenne, c'est simplement epsilon. Vous n'avez que cet état possible, donc une particule dans le fondamental et l'autre dans l'état excité. Donc l'énergie moyenne, c'est epsilon. Donc si on reconstitue tout ça, vous voyez que ce qui apparaît, c'est que l'énergie moyenne pour des bosons, bon, il faut la tracer, donc elle est plus petite que pour des particules discernables, et pour des fermions, elle est plus grande, et y compris à température nulle, elle ne tend pas vers 0, puisque même à température nulle, dans le fondamental, je suis obligé de mettre un fermion dans le deuxième niveau. Voilà, donc on voit déjà le caractère, l'importance donc du caractère indiscernable, fermionique ou bosonique de ces particules. Alors on va compliquer un tout petit peu, on va considérer maintenant un spectre quelconque, pas deux niveaux, par exemple une boîte, des niveaux d'énergie dans une boîte, et on va mettre deux particules dans cette boîte.
Donc, maintenant, il va falloir faire un petit peu plus attention. Donc, si j'ai deux particules discernables, d'abord, deux particules discernables, je sais que la fonction d'onde, c'est une fonction d'onde produit. Les niveaux d'énergie, c'est simplement la somme des niveaux. Et donc, je répète en gros ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Évidemment, si ces particules sont discernables, je vais d'abord sommer sur les états de la particule bleue, puis sur les états de la particule rouge, et on factorise donc la fonction de partition, qui est donc la fonction de partition à une particule au carré. Maintenant, si ces particules, alors cette fois-ci, je vais commencer par des fermions. Je sais que pour des fermions, la fonction d'onde doit être antisymétrique par échange des deux fermions. Donc elle prend cette forme ici, phi k, phi l moins phi l, phi k, qui est bien une fonction antisymétrique. Et le niveau d'énergie, évidemment, c'est epsilon k plus epsilon l. Donc vous voyez, par rapport au cas où elles sont discernables, on a une très forte contrainte. C'est d'abord qu'il ne faut pas compter les états deux fois, puisque KL et LK, c'est la même fonction d'onde, au signe près. Donc on va les compter qu'une fois. Et en plus, on a une contrainte très forte, c'est que la situation où K égale L est interdite. Donc la fonction de partition, alors les énergies s'ajoutent, on a toujours le confort de traiter cette exponentielle comme un produit d'exponentielle, mais cette fois-ci, on a cette contrainte ici qui fait qu'il ne faut pas compter les états deux fois, donc on va mettre 1,5, qui est exactement, en fait, je devrais mettre 1 sur factoriel 2. C'est exactement l'équivalent du 1 sur factoriel n quand on a n particules. Par contre, en plus, il faut enlever la situation où k égale L, donc il faut enlever la situation où epsilon k égale epsilon L. Donc vous voyez exponentielle moins 2 bêta epsilon k. Et donc la structure de cette fonction ici, c'est donc 1,5 de la fonction de partition à une particule au carré, ce qu'on aurait pu deviner classiquement, moins ce terme ici qui correspond à la situation où les deux fermions seraient dans le même état, donc situation qui serait interdite. Donc la fonction de partition pour deux fermions s'écrit sous cette forme. Maintenant, si on considère deux bosons, alors qu'est-ce qui change pour les bosons? La fonction d'onde doit être symétrique, donc au lieu d'un signe moins, on a un signe plus. Donc comme tout à l'heure, il ne faut pas compter KL et LK, donc on va compter la moitié des états, comme tout à l'heure. Mais la contrainte ici est plus faible, parce qu'on peut avoir les deux bosons dans le même état. Donc la situation où K égale L, que j'avais retranché tout à l'heure, cette fois-ci, je dois la garder. Et au lieu d'un signe moins, je vais avoir un signe plus, ce qui fait que la fonction de partition a une forme qui ressemble à celle des fermions, mais avec un signe plus ici, au lieu d'un signe moins. Alors, je vais peut-être un petit peu vite sur cette écriture ici. J'ai rajouté un transparent où vous pourrez vous familiariser avec tous ces sommes, où vous gardez avec ces différentes contraintes, et vous vérifierez très facilement donc, les deux expressions que j'ai écrites. Ça n'a pas d'intérêt que j'aille plus en détail au tableau. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a, par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer classiquement, un terme supplémentaire qui est négatif si on a des fermions, positif si on a des bosons. Donc on peut faire l'exercice. Alors évidemment, le cas d'un système à deux niveaux qu'on a vu tout à l'heure rentre dans cette situation-là. On peut considérer le cas d'un autre système simple où les niveaux sont équirépartis, par exemple un puits de potentiel harmonique. Alors comment on obtient les fonctions de partition dans les deux cas? Quand on a deux niveaux, c'est celle que j'ai écrite tout à l'heure, la somme des exponentielles moins bêta e, il n'y a que deux termes. Et puis, si j'ai n niveaux équirépartis, c'est une somme de exponentielle moins bêta n fois e. Donc la somme de cette série, voilà, c'est cette somme infinie. Donc la fonction de partition est très simple à calculer. Vous réinjectez tout ça dans ces expressions, vous calculez la dérivée logarithmique, et donc vous pouvez, aussi bien que moi, retrouver vous-même, si ça vous intéresse, retrouver vous-même ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les mêmes tendances que pour le système à deux niveaux. Une différence ici, c'est que le spectre, maintenant, n'est pas borné. Donc, quand on augmente la température, l'énergie moyenne augmente avec la température. Mais sinon, on a les mêmes tendances que les bosons aiment bien être ensemble. Donc, en fait, l'énergie est plus basse ici, alors que pour les fermions, elle est plus haute. Et évidemment, pour deux fermions, à température nulle, le deuxième fermion, on est bien obligé de le mettre dans l'état excité. Donc, ça ne tend pas vers zéro.
Donc c'est ces tendances qu'on va voir maintenant, qu'on va essayer de comprendre pour un système donc à n particules, guidé un petit peu par ce qu'on a fait jusque-là. Alors qu'est-ce qu'on a appris déjà? C'est que, bon, on sait que si les particules sont discernables, il suffit de factoriser la fonction de partition. Que si elles sont indiscernables, on n'a pas le droit simplement de diviser par 2, comme je l'ai fait pour 2 particules, ou factoriel n pour n particules. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Simplement, ce qu'on va espérer, c'est retrouver ce résultat-là à la limite classique, puisqu'on l'a déjà obtenu à la limite classique. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, enfin à l'instant, la première chose à faire, c'est avant de calculer la somme sur les états, c'est de se représenter un état à n particules identiques. Alors comment est-ce qu'on va faire? Donc on part d'un problème quantique à une particule qui est connu. Par exemple, les niveaux d'énergie dans une boîte. Donc ce que j'appelle K, c'est je labelle les états à une particule, qui seraient les niveaux d'énergie dans une boîte. Et maintenant, dans cette boîte, je veux mettre grand N particules. Donc ces grand N particules vont se positionner, vont s'organiser sur différents niveaux d'énergie. Et donc un état donné à n particules va être caractérisé par le nombre de particules que j'ai dans chaque niveau, donc par ce qu'on appelle le nombre d'occupations. Et donc si j'ai grand N états, grand N particules, pardon, j'en ai N0 dans le premier état à une particule, N1 dans le deuxième, etc. etc. Donc voici par exemple deux exemples. Donc ce que vous voyez ici, l'indice K labelle les états quantiques à une particule, et NK me dit combien j'ai de particules dans ces états. Donc ce que je lirai ici par 2, 0, 1, 0, c'est donc un état à 3 particules, pour lequel il y a 2 particules dans l'état ici, 0 particules ici et une particule ici. Ou pareil ici, 1, 1, 1, 0. D'accord ? Donc en fait, ce que je prétends, c'est que la séquence de ces nombres ici détermine complètement l'état à n particules. C'est-à-dire en se donnant la séquence de ces nombres, on est capable de réécrire la fonction de partition, la fonction d'onde. On va le revoir tout de suite. Et puis on avait évidemment une contrainte, c'est que la somme de tous ces nombres d'occupations, c'est le nombre de particules que j'ai mis dans la boîte. Et puis l'énergie, eh bien évidemment, c'est l'énergie par état, et je multiplie pour chaque état K par le nombre de particules dans cet état, et je somme sur tous les états. Alors je viens de dire que la séquence de ces nombres détermine l'état, la fonction propre à n particules, effectivement. Alors il faut savoir s'il s'agit de boson ou de fermion, mais je vous rappelle un petit peu, là c'est un petit rappel du cours de Manuel Joffre, comment on écrit ces fonctions d'onde. S'il s'agit de boson, on sait que la fonction d'onde doit être complètement symétrique par échange des particules. Donc par exemple celle-ci, ici, on va l'écrire sous cette forme. Donc c'est le produit de 3 fonctions d'onde à une particule. Le premier indice, c'est l'indice de particules. Le deuxième, c'est l'indice d'état. Alors vous voyez par exemple ici, je peux mettre la particule 1 et la particule 2 dans l'état 0, mais ça peut être aussi la particule 1 et la particule 3, ou ça peut être la particule 2 ou la particule 3. Donc on a complètement symétrisé la fonction d'onde. Bon, pour celle-là, la suivante, je l'ai écrit un peu pour être complet, mais je ne vais pas la détailler. C'est la fonction donc, qui est complètement symétrique par l'échange de ces 3 particules. Donc, se donnant cette séquence de nombres d'occupations, on peut remonter à la fonction d'onde. Ce n'est pas ce qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est cette séquence en elle-même, mais il faut savoir que toutes les informations sont contenues dans cette suite si je connais tous les états à une particule. Alors, s'il s'agit de fermions, s'il s'agit de fermions, cette fois-ci, la fonction d'onde doit être complètement antisymétrique. Alors, vous savez que cette fonction d'onde complètement antisymétrique, cette fois-ci, elle s'écrit sous la forme d'un déterminant, qu'on appelle déterminant de Slater, mais qui a été écrit la première fois par Dirac, avec donc l'indice de ligne, c'est l'indice de particules, et l'indice de colonne, c'est l'indice d'état. Alors vous voyez par exemple que pour cet état-là, on a 2 colonnes identiques, ce qui correspond aux 2 particules
dans le fondamental ici. Donc 2 colonnes identiques, le déterminant est nul, c'est-à-dire que cet état-là n'existe pas. Donc l'antisymétrisation de la fonction d'onde conduit naturellement au principe d'exclusion de Pauli. Alors par contre, cet état, là je l'ai écrit, bon, il ne va pas nous servir, hein, mais évidemment cet état-là, lui, existe et il est complètement antisymétrisé. Donc ce qu'on va retenir pour la suite, ce n'est pas la structure des fonctions d'onde, c'est retenir qu'un état à n particules est donc caractérisé par l'occupation de chaque état à une particule, et que ces nombres d'occupation sont quelconques s'il s'agit de bosons. Je peux mettre autant de bosons dans un état, autant de bosons que je souhaite dans un état. Par contre, je ne peux pas mettre 2 fermions dans un état à une particule. Donc, le nombre d'occupations pour des fermions, c'est 0 ou 1. Et donc, évidemment, la somme des nk, c'est égal à grand N. Et donc, je rappelle que l'énergie totale, c'est la somme des nk epsilon k. Bien, donc, ayant identifié ces états quantiques, on va essayer maintenant de calculer la fonction de partition. Donc, voilà la structure générale de la fonction de partition canonique, hein, une somme de exponentielle moins bêta E, avec donc la caractérisation de tous les états quantiques. Donc, essayons de calculer cette fonction de partition. Donc, on commence avec des fermions. Donc, on se donne les nk qui caractérisent un état. N, c'est la somme des nk, et E, c'est la somme des nk epsilon k. Bien, donc j'essaye d'utiliser le formalisme canonique, qui est quand même celui le plus simple, a priori. Et donc, je vais écrire que je somme sur tous les états quantiques, exponentielle moins bêta E. C'est très confortable, l'énergie s'écrit comme une somme de termes. Donc, on est familier avec ça, hein, l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Et on aurait envie de sommer, de factoriser, et de sommer indépendamment sur toutes les valeurs de k. K égale 0, donc je somme sur n0 égale 0 ou 1, et puis etc. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire, parce que les nk ne sont pas indépendants. On a une contrainte qui est que la somme des nk est égale à grand N. Vous voyez, dans cette somme ici, j'ai par exemple le terme où tous les nk seraient nuls. D'accord ? Or, la somme des nk doit être égale à grand N. Donc, je ne peux pas calculer cette somme de cette façon-là, à cause de cette contrainte. Donc, quand on a une contrainte sur le nombre de particules, qu'est-ce qu'on va faire? On va lever cette contrainte et donc utiliser le formalisme grand canonique, hein, que vous avez dont j'ai déjà parlé, donc que vous avez vu appliqué déjà en petite classe, et qui ici, techniquement, devient indispensable. Alors, je fais une petite pause pour vous rappeler donc, les 3 formalismes. Donc là, je vais passer très vite. Hein, j'ai mis une petite maison, là, c'est pour que vous ayez votre formulaire que vous pouvez voir tranquillement chez vous, donc je ne vais pas tout développer. Je rappelle que dans les 3 ensembles, micro-canonique, canonique et grand canonique, on a toujours une fonction au départ hein, dont on va déduire toute la thermodynamique. Donc là, c'est un nombre d'états, là, c'est une fonction de partition. Alors vous voyez, les variables changent à chaque fois. Hein. Ici, c'est l'énergie et le nombre de particules, la température et le nombre de particules, et ici, la température et le potentiel chimique. Et donc, j'ai rappelé les fonctions thermodynamiques, comment on les obtient. Voilà, je ne vais pas tout détailler ici. Je garde aussi un transparent pour chaque ensemble. C'est pareil, je passe assez vite. Donc, pour le micro-canonique, c'était ce qui nous a permis d'utiliser notre hypothèse de base. Tous les micro-états accessibles sont équiprobables. Donc, on compte ces micro-états. On avait cette fonction ici en fonction des contraintes extérieures. Là, c'était l'énergie et le nombre de particules. Ensuite, on avait une relation entre température et la dérivée de cette fonction. Alors, on avait vu que travailler dans l'ensemble canonique, ça devient vite difficile parce qu'à cause de cette contrainte sur l'énergie fixée, hein, donc c'est un problème de combinatoire qui est difficile. Et donc, on était passé au canonique, où cette fois-ci, ce sont la température, donc grâce au thermostat, et le nombre de particules qui sont fixés.
Les microétats ne sont pas équiprobables, c'est le poids de Boltzmann, et donc de cette fonction de normalisation, on avait vu comment obtenir donc les fonctions thermodynamiques, énergie libre, énergie moyenne, qui sont reliées par cette relation thermodynamique. Et donc le gros intérêt, c'est qu'on levait la contrainte sur l'énergie, et puis l'intérêt d'une fonction de partition, c'est que la fonction de partition se factorise facilement. Mais on peut avoir une situation, comme celle qu'on rencontre aujourd'hui, où le fait que n soit fixé nous empêche de factoriser la fonction de partition canonique. Donc on utilise la suivante. Donc au lieu de fixer le nombre de particules, on fixe le potentiel chimique grâce à un réservoir de particules. Le poids, c'est un poids de Boltzmann qui a cette forme maintenant avec le nombre de particules. Et donc on avait la fonction de partition grand canonique dont on tire les fonctions thermodynamiques. Essentiellement, donc cette fois-ci, c'est le grand potentiel qui est relié à l'énergie, à l'entropie et au nombre de particules, avec ces dérivées logarithmiques avec lesquelles vous devez être habitués. Maintenant, elles sont des expressions très importantes. Voilà, donc l'intérêt ici, c'est qu'on a levé la contrainte sur l'énergie et aussi sur le nombre de particules. Alors encore un petit mot sur le grand potentiel par rapport aux autres, par exemple par rapport à l'énergie libre. C'est que ce grand potentiel, vous voyez, ne dépend que d'une variable extensive, ne dépend que du volume. Alors on avait montré donc, que cette fonction thermodynamique s'écrit sous cette forme-là. Sa différentielle qui nous dit comment le grand potentiel varie si on a une petite variation de température, une petite variation de volume ou une petite variation de potentiel chimique. Et donc tous ces préfacteurs ici, par exemple la pression, c'est la dérivée du grand potentiel par rapport au volume, à température et à potentiel chimique fixé. Et donc, comme le grand potentiel ne dépend que d'une seule variable extensive, le grand potentiel est donc proportionnel au volume, c'est-à-dire que la dérivée par rapport au volume, c'est simplement le rapport A sur V. Donc, le rapport A sur V, c'est la pression au signe près, ce qui veut dire, et ça nous servira plus tard, que ce grand potentiel, c'est quand même ça sera très utile parce que ça nous donnera directement, par exemple, quand on va s'intéresser au gaz parfait quantique, ce grand potentiel nous donne directement la pression. Donc je termine un peu avec ce catalogue en rappelant que toutes ces descriptions sont équivalentes dans la limite de grands systèmes. Donc on va repartir ici, et donc, comme ce découplage est impossible ici, on va donc lever la contrainte en calculant la fonction de partition grand canonique. Donc cette fois-ci, c'est une fonction de la température et du potentiel chimique, qui est donc une somme des facteurs de Boltzmann, mais généralisée, exponentielle alpha n moins bêta e. Et donc, n, c'est une somme sur les nk, e, c'est une somme sur les nk epsilon k. Donc on a ici quelque chose de très simple. Donc le découplage de cette combinaison alpha n moins bêta e. Et cette fois-ci, on n'a plus de contraintes. Donc, on va pouvoir sommer indépendamment sur les deux valeurs de n0, sur les deux valeurs de n1, etc. Donc, sommer sur les deux valeurs de n0, ça nous donne le premier terme ici. Sommer sur les deux valeurs de n1, ça nous donne le deuxième terme. Et donc, pour toutes les valeurs de nk, je vais me retrouver ici avec un produit sur tous les états K. Je n'ai pas encore dit ce que c'était ces états K, mais je pense, pour ce qui viendra plus tard, ce sont les états de translation dans une boîte, par exemple. Donc K désigne de façon générale les états quantiques, les états propres du système. Donc c'est un produit de ce 1 plus exponentielle moins alpha moins bêta E. Alors pour l'instant, ça ne vous dit rien, mais il faut bien voir que toute la physique dont je vous ai parlé, des électrons dans les métaux, des étoiles, etc., tout ça, ça va être contenu là-dedans. C'est vraiment un résultat très important. C'est la fonction de partition, donc on en déduit les fonctions thermodynamiques, le grand potentiel, moins k log de z, moins kt log de z. Donc voilà, je l'écris, moins kt log de z. Donc le log du produit, c'est la somme des logs. Donc cette expression va nous servir. On sait qu'à partir de la fonction de partition, j'obtiens le nombre moyen de particules, puisque vous vous souvenez, en grand canonique, c'est le potentiel chimique qui est fixé et le nombre de particules est obtenu en moyenne. Alors,
Ces valeurs moyennes, je vais les enlever très vite, hein, parce qu'on va considérer la limite de grand système. Donc dans la limite de grand système, les fluctuations seront faibles. Donc je ne parlerai plus de nombre moyen de particules, je parlerai de nombre de particules. Alors c'est la dérivée du log par rapport à alpha. Donc ça fait partie des formules importantes que vous devez connaître. Et donc cette dérivée logarithmique, bon voilà, il suffit de la faire. Hein. Donc la dérivée du log du produit, c'est une somme. Alors cette combinaison ici, elle va se retrouver ici avec l'exponentielle moins bêta E moins alpha plus 1. Alors comment ça se comprend cette somme ici? Ça c'est le nombre total de particules. Vous avez une somme sur tous les états à une particule. Donc que désigne cette quantité ici? Ben, naturellement c'est le nombre de particules, le nombre moyen de particules que vous avez dans chaque état K. Donc, on va interpréter cette fraction ici, qu'on va appeler valeur moyenne de n de K, ou facteur d'occupation de Fermi, ou Fermi-Dirac, qui représente le remplissage moyen de l'état K. C'est la question que je me posais au début. Quand on est à température nulle, tous les états sont remplis. Mais à température finie, eh bien, ce n'est pas 1 ou 0, c'est une fonction un petit peu plus compliquée qui interpole entre 1 et 0. Et donc, connaissant cette fonction, je peux aussi obtenir l'énergie moyenne. Donc, l'énergie moyenne, c'est moins d de log de z sur d bêta. Vous calculez cette dérivée et donc vous obtenez cette forme ici qui est tout à fait naturelle, parce que vous voyez que si je veux avoir l'énergie, eh bien, je prends l'énergie pour chaque état K, je regarde si cet état K est rempli ou pas, et donc l'énergie multipliée par la probabilité que l'état soit rempli, en sommant sur tous les états K, évidemment, je vais avoir l'énergie totale. Alors ce facteur de Fermi donc, va contenir toute la physique, parce que c'est ce qui va me permettre, par exemple, de calculer l'énergie moyenne. Et donc vous voyez qu'il dépend de la température, mais de façon un petit peu compliquée, parce que j'ai la température évidemment ici, hein, ça c'est 1 sur kT, mais le potentiel chimique dépend lui aussi de la température. Alpha dépend de la température. Parce que comment je détermine alpha? On a introduit ce potentiel chimique, ou ce alpha ici, hein, je vous rappelle que c'est bêta mu, comme une variable intermédiaire, hein, pour lever la contrainte sur le nombre de particules. Mais en fait, ce qui nous est quand même plus familier, c'est quand même le nombre de particules plutôt que le potentiel chimique. Donc quand on va se poser la question de certaines grandeurs thermodynamiques, on va plutôt se poser la question comment varie-t-elle en fonction du nombre de particules plutôt que comment varie-t-elle en fonction du potentiel chimique. La température, on garde la température. Mais le potentiel chimique, ce n'est pas très naturel. Donc comment est défini le potentiel chimique? Eh bien, il est défini par cette contrainte qu'on se donne le nombre de particules. Donc si on inverse cette relation à toute température, on obtient le potentiel chimique. Et ce potentiel chimique, je peux le réinjecter là-dedans pour obtenir l'énergie moyenne en fonction du nombre de particules. Vous voyez, j'ai deux équations qui sont paramétrées par le potentiel chimique. Si je suis capable d'éliminer le potentiel chimique, je peux obtenir directement l'énergie en fonction de la température et du nombre de particules, et c'est la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Donc on terminera ce calcul. On va l'aborder dans ce cours, mais on le terminera dans le prochain cours. Donc voici la philosophie, et donc toute l'information est contenue dans ce facteur d'occupation de Fermi. Alors à quoi ressemble-t-il? Alors regardons cette fonction. Si on est à température nulle, donc température nulle, c'est bêta infini. Donc vous voyez que pour bêta infini, si epsilon k est plus grand que mu, ben ce terme est infini, donc f est nul. Donc lorsque epsilon k est plus grand que mu, f est nul. Par contre, si epsilon k est inférieur à mu, ça tend vers 0 hein, pour bêta infini, et donc f est égal à 1. Donc à température nulle, f est égal à 1 si l'énergie est inférieure au potentiel chimique, et f est nul si l'énergie est supérieure au potentiel chimique. Donc voilà ce que ça traduit ici. C'est qu'à température nulle, le facteur de Fermi, c'est 1 ou 0. Et la valeur du potentiel chimique à température nulle, c'est-à-dire, vous voyez, l'énergie du dernier état ici, c'est ce qu'on appelle le niveau de Fermi.
Donc on reviendra beaucoup sur ce niveau de Fermi qui caractérise donc un gaz de fermion et qui dépend évidemment du nombre de particules, hein, puisque si j'ai plus de particules, le niveau de Fermi va être de plus en plus. Donc ce niveau de Fermi, il est obtenu par la somme de tous ces 1 qui doit être égal à grand N. Et si on est à température finie, ben, tous ces remplissages, ce n'est pas 1, c'est une fonction qui est légèrement différente. Alors vous voyez que si on a une température finie, en fait l'effet de la température finie, ça va être d'élargir un peu cette marche d'escalier sur une tranche qui est typiquement de largeur kt. Donc à température finie, cette fonction va s'élargir. Et donc, je vais représenter en fait cette fonction non plus comme f en fonction de e, mais plutôt e en fonction de f, pour décrire ici la représentation spectrale ici du remplissage des niveaux d'énergie. Voilà, j'ai un système, par exemple, des niveaux d'énergie d'une particule dans une boîte ou dans un puits de potentiel quelconque, ici. Et donc, à température nulle, tous les états ici sont remplis. Hein, c'est la contrainte du principe d'exclusion de Pauli. Alors vous voyez que c'est l'état fondamental, hein, puisque je suis à température nulle, mais évidemment, on est très loin du repos, c'est-à-dire que toutes ces particules ici ont une énergie finie. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, simplement dans l'exemple à 2 particules. Quand on a 2 particules qui sont 2 fermions, l'énergie totale, ça ne peut pas être 0. Et là, l'énergie totale, eh bien, en fait, si ce sont des particules dans une boîte, eh bien, vous voyez qu'on va avoir beaucoup d'énergie cinétique, même dans l'état fondamental. Alors, à température finie, eh bien, on élargit le facteur de Fermi, ce qui veut dire qu'en dessous du niveau de Fermi, il y aura des états qui seront vides, et au-dessus, il y aura des états qui seront remplis. Alors évidemment, la distribution, elle est statistique, hein, c'est une valeur moyenne, et ça, c'est une représentation. Donc, vous voyez qu'on a des excitations thermiques qui vont être possibles dans une tranche de largeur kt, alors que les états ici, ils sont pleins, on ne peut rien faire. On a des états qui sont complètement inertes à température finie. Et à température finie, toute la physique intéressante va se passer donc, autour du niveau de Fermi. Vous voyez par exemple que si je suis dans une situation où, au lieu d'avoir un spectre continu ici, si j'avais un spectre avec un gap, on verra que c'est le cas dans les isolants, dans les semi-conducteurs, vous voyez que si ce gap est plus grand que cette largeur kt, eh bien, on ne peut pas, la probabilité d'avoir ici des niveaux remplis, cette probabilité est nulle. Donc, en fait, tout ce qui se passe autour du niveau de Fermi à température finie, c'est ce qui va conditionner toutes les propriétés thermodynamiques de ce gaz de Fermi. Voilà pour les fermions. Alors, on va refaire maintenant le même exercice, ligne à ligne, pour les bosons. Alors, qu'est-ce qui change pour les bosons ? Même fonction de partition, cette fois-ci, on a caractérisé les états dont le remplissage donc, des états à une particule n'est pas 0 ou 1, mais il est quelconque. Donc, on va essayer de calculer la fonction de partition canonique d'abord, avec simplement la différence maintenant qu'au lieu d'avoir nk égale 0 ou 1, nk prend toutes les valeurs possibles. On pourrait se dire, ça, il y a moins de contraintes hein, si nk prend toutes les valeurs possibles. Ben non, il y a aussi la contrainte que nk prend toutes les valeurs possibles. Donc, la somme des nk, elle est contrainte. Vous voyez que là-dedans, si nk prend toutes les valeurs possibles, en particulier ici, nk peut aller jusqu'à l'infini. Or, la somme des nk est contrainte. Donc, comme pour les fermions, on a cette contrainte qu'on va lever dans le formalisme grand canonique. Et donc, écrire cette fois-ci la fonction de partition grand canonique pour les bosons, la somme donc des facteurs de Boltzmann, n, donc c'est le même facteur de Boltzmann que tout à l'heure, simplement dans la somme, au lieu de sommer les nk sur 0 ou 1, les nk peuvent prendre toutes les valeurs. Mais comme on n'a plus de contraintes, on peut, comme pour les fermions, sommer d'abord sur toutes les valeurs possibles de n0, toutes les valeurs possibles de n1, etc. Donc, la somme sur toutes les valeurs possibles de n0, eh bien, c'est la somme d'une série infinie. Hein, c'est 1 sur 1 moins la raison. Hein,
Voilà, donc cette somme ici, elle est là. On continue ici, on somme sur toutes les valeurs de N1, etc., etc. Donc on va se retrouver avec un produit sur tous les états K, cette fois-ci de 1 sur 1 moins exponentielle alpha moins bêta E. Alors vous n'avez peut-être pas encore eu le temps d'enregistrer à quoi ressemblait la fonction pour les fermions. Ça ressemblait un petit peu, sauf qu'il y avait un signe plus ici et que tout ça, ça se trouvait au numérateur. Donc ces légères différences vont faire que les comportements, vous allez voir, vont être complètement différents. Donc première quantité physique qui nous intéresse, c'est le grand potentiel, donc moins kt log de z. Donc c'est pareil, hein, donc le log du produit, c'est la somme des logs. Alors j'ai mis cette fois-ci les signes en rouge, parce que si vous regardez de près, vous verrez que ces signes ici sont exactement les signes opposés du cas des fermions. Le nombre moyen de particules, c'est la dérivée de log de z par rapport à alpha, donc c'est une somme sur tous les états K. Et cette fonction ici me dit combien j'ai de particules en moyenne dans chaque état K. Donc c'est le remplissage, l'occupation moyenne de l'état K, c'est ce qu'on appelle le facteur d'occupation de Bose ou facteur d'occupation de Bose-Einstein, qui ressemble beaucoup à celui de Fermi, sauf qu'ici il y a un moins au lieu d'un plus, ce qui va changer complètement les choses. Dernière étape pour être complet, comme tout à l'heure, l'énergie moyenne, c'est la dérivée logarithmique, encore une fois. Hein, chaque fois que j'utilise ces formules-là, il faut que ça rentre. Hein, c'est un peu des révisions de ce que vous avez vu dans des exemples précédents. Hein, moins d de log sur des bêtas. Donc moins d de log de z sur des bêtas, vous avez cette expression-là qui est évidente à retrouver et à comprendre. On somme, on prend un état K, on regarde l'énergie de cet état K, on regarde l'occupation de cet état K, et donc l'énergie totale, c'est la somme sur toutes les énergies en tenant compte de l'occupation de chacun des états. Alors ce facteur d'occupation de Bose, comme le facteur de Fermi, il dépend de la température à travers bêta, mais aussi à travers alpha, comme pour le facteur de Fermi. Si je veux éliminer alpha, il faut que j'écrive que la somme des facteurs de remplissage, c'est le nombre de particules, ce qui me permettra d'inverser et d'éliminer alpha. Et si entre ces deux équations, je suis capable d'éliminer alpha, je pourrais en déduire l'équation d'état du gaz de boson qui correspond au programme qu'on s'est fixé tout à l'heure. Hein, comment varie 3,5 de nkt pour le gaz classique. Qu'est-ce que ça devient ici pour ce gaz de boson? On n'a pas encore répondu à la question, mais on commence à voir ce qu'il faudrait pour répondre à cette question. Alors ce facteur de Bose, à quoi ressemble-t-il? Alors ce signe moins va changer complètement les choses. D'abord, vous voyez que comme on a un signe moins, il faut faire attention, vérifier que ce facteur est bien positif. Hein, c'est un facteur d'occupation. Alors vous voyez que ce facteur est positif si l'exponentielle est plus grande que 1, c'est-à-dire si epsilon k est plus grand que mu, quel que soit epsilon k. Mu plus petit que epsilon k, quel que soit epsilon k. Donc si le potentiel chimique doit être plus petit que toutes les énergies, il doit être plus petit que la plus basse des énergies, donc il doit être plus petit que l'énergie du fondamental, que j'ai pris comme origine. Et donc mu doit être négatif à toute température. On n'avait pas ce genre de contrainte pour les fermions. Alors, à quoi ressemble ce facteur de Bose? J'ai peut-être dit Fermi. À quoi ressemble ce facteur de Bose? Ce facteur de Bose, eh bien, donc, à température nulle, toutes les particules sont dans le fondamental. Donc, le potentiel chimique est nul. Et puis, donc, cette fonction ici va s'élargir aussi sur une tranche de largeur kt. Et évidemment, pour satisfaire cette condition, le potentiel chimique va se déplacer. Hein. On va voir comment il évolue avec la température. Donc, aussi une représentation spectrale ici, schématique, hein, donc pour un spectre quelconque. À température nulle, tous les bosons sont condensés dans l'état fondamental. Et cette condensation, eh bien, c'est l'origine de propriétés macroscopiques comme la suprafluidité, la supraconductivité. Hein, tout ça, c'est lié à ce caractère bosonique qui fait qu'on peut mettre toutes les particules dans le même état. Donc le facteur à température nulle ou 0 plus epsilon, voilà, il ressemble à ça. Il est piqué le facteur de Bose est piqué ici à cette énergie.
Et donc, à énergie finie, ce facteur de Bose s'élargit sur une tranche de largeur kt. Et donc, voilà, je schématise ici par l'occupation des premiers niveaux d'énergie. Donc, vous voyez une différence importante entre les fermions et les bosons. C'est que pour les fermions, à basse température, toute la physique va se passer dans une tranche de largeur kt autour du niveau de Fermi, puisque ici, on est obligé de remplir tous ces états qui ne veulent, tous ces états par des particules qui ne veulent pas être justement dans le même état. Par contre, ici, eh bien, à basse température, toutes les particules sont très proches donc, de l'état fondamental. Et donc, on va avoir évidemment une physique complètement différente pour un gaz de fermion et pour un gaz de boson. Alors, premier résumé donc, de ce qui va nous servir dans la suite. On a été capable donc, de calculer, d'obtenir une fonction macroscopique, une fonction thermodynamique, le grand potentiel, en fonction donc, d'une somme sur tous les états quantiques. Alors attention, hein, ça, ce cas labelle les états quantiques, et ça, c'est le... Là, j'aurais pu mettre un indice B, hein, c'est la constante de Boltzmann. Il faut faire attention aux signes, puisque, évidemment, on a une physique complètement différente pour les fermions et les bosons, donc j'ai fait attention à mettre les bons signes dans la même équation. Les facteurs de Fermi, Dirac et de Bose-Einstein, donc ça fait partie des formules absolument essentielles de ce cours et que vous devrez connaître. Hein. Alors, au lieu de mettre alpha, là, j'ai remplacé alpha par bêta mu, donc c'est exponentielle bêta de l'énergie qui est donc positionnée par rapport au potentiel chimique, avec un plus ici et un moins ici, donc cette différence de signe va donner lieu à des différences extrêmement importantes sur la physique. Ce qui pourra être utile, bon, on le met un peu de côté pour l'instant, mais c'est de réécrire. Alors, comme toute la physique est contenue dans les facteurs de Fermi ou de Bose, on peut inverser ces relations-là ici et remplacer l'exponentielle par le facteur de Bose ou par le facteur de Fermi, c'est-à-dire remplacer ce 1 plus ou moins exponentiel, l'écrire en fonction de f. Donc voilà une formule qui sera utile plus tard. Hein, au lieu d'écrire ici le grand potentiel en fonction de l'exponentielle, je l'ai écrit en fonction des facteurs. Alors, si c'est le facteur de Fermi, il y a un signe moins ici. Si c'est le facteur de Bose, il y a un signe plus ici. Dernière chose, la pression. Donc, on a vu que la pression, c'était donc moins A sur V. Donc, cette expression nous donne directement la pression. Et l'énergie interne, l'énergie interne, c'est la somme sur K dF de K, epsilon de K. Donc, vous voyez les deux quantités physiques qui vont nous intéresser quand on va s'intéresser au gaz parfait quantique, ce sont ces deux relations où il faudra soit mettre le facteur de Fermi, soit mettre le facteur de Bose. Voilà, donc relation extrêmement importante, transparent extrêmement important. Alors, on ne va pas calculer ces sommes cette fois-ci, on le fera la semaine prochaine, donc quand on s'intéressera à un gaz dans une boîte, hein, donc les états K, ce sont les états de translation dans la boîte, donc il reste encore à calculer ces sommes, on ne va pas le faire cette fois-ci. Je voudrais vous donner un petit peu quelques commentaires par rapport à ces résultats, et par exemple, pour commencer, voir comment ces fonctions évoluent avec la température, et est-ce qu'on va bien retrouver la limite classique. Alors, donc, je veux savoir comment cette fonction, je vais vous montrer comment cette fonction évolue avec la température. Pour ceci, il faut que je connaisse la variation en température du potentiel chimique. La variation en température du potentiel chimique, elle est fixée par cette contrainte. Évidemment, cette contrainte, elle dépend du problème que je regarde, elle dépend des états K. Donc, je vais vous montrer le résultat pour des particules libres dans une boîte, résultat qu'on pourra obtenir plus tard, mais donc j'anticipe un peu, c'est-à-dire je suis capable d'inverser cette relation et d'obtenir mu de T pour des particules libres dans une boîte. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble, en fonction de la température, le facteur de Fermi et le potentiel chimique. Donc, on part de la situation à température nulle. Donc, le facteur de Fermi, c'est la marche d'escalier. Le potentiel chimique à température nulle, c'est ce qu'on appelle l'énergie de Fermi. C'est le dernier état, c'est l'énergie du dernier état occupé. Et donc, on va voir l'évolution de cette fonction qui va s'élargir. Hein, on a vu qu'elle s'élargissait, en tout cas pour des températures basses,
la largeur variée comme kT. Et puis on va voir en même temps l'évolution du potentiel chimique, qui est donc à température nulle, est une énergie finie qu'on appelle l'énergie de Fermi. Voilà, donc on va voir l'évolution en température. Vous voyez un élargissement de plus en plus grand quand on augmente la température. Le potentiel, pour satisfaire cette contrainte, le potentiel chimique doit varier. Il va éventuellement finir par changer de signe. Alors évidemment, les niveaux d'énergie, eux, sont toujours positifs. Si je regarde les particules dans une boîte, c'est de l'énergie cinétique. Mais rien ne m'interdit que cette fonction ici soit négative. Donc on va le voir plusieurs fois. Donc vous voyez un élargissement de plus en plus grand avec la température, le potentiel chimique qui diminue et qui finit par changer de signe. Alors on va essayer de comprendre tout à l'heure ce que ça veut dire. Et donc ça, c'est la limite haute température. Donc je vais la figer. Non, je ne peux pas la figer. Je vais m'intéresser maintenant au cas des bosons. Alors, vous pouvez regarder encore ce qui se passe pour les fermions, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est le cas des bosons. À température nulle, donc toutes les particules sont dans le fondamental, le potentiel chimique est nul. On va voir comment cette fonction de Bose s'élargit avec la température. Donc en gros, l'élargissement commence par kT, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va voir que le potentiel chimique, pour une raison sur laquelle on reviendra, il reste constant d'abord sur une certaine gamme de température, et lui aussi, il évolue et il décroît, il devient négatif. De toute façon, il ne peut pas être positif. On a vu que pour des fermions, le potentiel chimique est toujours négatif. Donc, petite animation en fonction donc, de la température, donc l'élargissement du facteur de Bose, et le potentiel chimique qui va diminuer ici. Et vous voyez qui, pour les hautes températures, va avoir un comportement qui ressemble à celui des fermions. Alors, si je fige la situation maintenant à haute température, vous voyez que le facteur de Fermi, on a vu son évolution continue, mais vous voyez qu'à haute température, le facteur de Fermi est devenu quasiment une exponentielle. Et il est beaucoup plus petit que 1, ça veut dire que les états sont peu remplis. Le facteur de Bose, c'est pareil, il ressemble aussi à une exponentielle. On a l'impression que le facteur de Fermi et le facteur de Bose tendent vers une même fonction à haute température. Et vous voyez que les potentiels chimiques, eux aussi, tous les deux tendent vers une valeur très négative. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça si on regarde la structure ici de cette fonction? Vous voyez que si le potentiel chimique est très négatif, ça veut dire que cette exponentielle est grande, qu'elle est grande devant 1. Une autre façon de voir cette combinaison ici, c'est de dire qu'à haute température, le caractère fermionique ou le caractère bosonique, il ne va pas jouer de rôle. Donc ça veut dire que le plus ou moins 1, il est négligeable par rapport à cette exponentielle. Donc à haute température, c'est cette exponentielle ici qui l'emporte dans le dénominateur, c'est-à-dire que cette fonction f, c'est l'inverse de cette exponentielle, c'est-à-dire c'est exponentielle bêta mu moins epsilon k, donc c'est effectivement une exponentielle. Donc ces facteurs qui étaient ici un pic et ici une marche d'escalier sont devenus tous les deux, dans la limite classique à haute température, sont devenus des facteurs qui ressemblent à une exponentielle de Boltzmann. Et le potentiel chimique est très négatif. Alors continuons cette limite classique pour voir si au moins tout ce qu'on a fait jusque-là nous permet de comprendre, de retrouver ce qu'on avait vu la semaine dernière pour le gaz parfait classique. Donc cette fonction ici, c'est une fonction, donc je reprends l'expression générale du grand potentiel, de la fonction de partition, qui est une expression, encore une fois, avec laquelle vous n'êtes pas familier, qui est un peu compliquée, qui dépend du potentiel chimique, qui n'est pas la même pour les fermions et les bosons. Mais dans la limite classique, c'est-à-dire quand ce facteur ici est petit devant 1, je peux développer le log. Log de 1 plus x, c'est x. Donc si je développe le log, vous voyez que les signes vont disparaître, et dans la limite classique, je vais trouver somme sur k de exponentielle alpha moins bêta e. Eh bien ça, c'est exponentielle alpha fois, ça c'est exactement la fonction de partition à une particule. D'accord ? Ça c'est les niveaux à une particule, donc c'est la fonction de partition à une particule. Donc dans la limite classique, je trouve une expression simple pour log de z, et je l'exponencie, et je retrouve un résultat que l'on avait obtenu la semaine dernière, quand on avait regardé
le gaz parfait dans la limite classique. Donc, c'est quand même satisfaisant. Tout ce qu'on a fait jusque-là nous permet quand même de retrouver à haute température la limite classique. Et je vous rappelle aussi que la fonction de partition grand canonique, qui est donc une somme sur tous les états quantiques, je peux aussi la réécrire, la réordonner comme une somme sur toutes les valeurs de n de la fonction de partition canonique. C'est le lien général, ça c'est toujours vrai, entre fonction de partition grand canonique et fonction de partition canonique. Par ailleurs, cette exponentielle ici, je peux la développer. L'exponentielle de ce terme ici, c'est une somme sur n de exponentielle alpha n de ce terme, z1 puissance n sur factoriel n. Et donc, si j'identifie cette relation, cette expression du grand potentiel de la fonction de partition grand canonique, qui est toujours vraie, avec cette expression dans la limite classique, bien je retrouve ce résultat classique qu'on avait obtenu la dernière fois avec ce fameux factoriel n, qui correspond donc à l'indiscernabilité des particules classiques. Donc, on est content parce qu'on retrouve bien le cas classique comme limite des régimes quantiques. Mais je reviens sur une remarque que j'avais faite la dernière fois, c'est que dans la limite classique, la fonction de partition canonique est effectivement factorisable parce que les configurations de chaque particule sont indépendantes des configurations des autres particules, les fonctions d'onde ne se recouvrent pas. Par contre, dans la limite quantique, je ne peux pas décrire une particule indépendamment des autres. Et donc, c'est pour ça que la fonction de partition canonique, ça n'est plus égal à ça. La fonction de partition grand canonique n'est plus égale à ça, mais c'est cette expression plus compliquée. Alors, je reviens encore un petit peu sur le potentiel chimique. Donc, ayant écrit la fonction de partition dans la limite classique, on sait que le nombre de particules, c'est la dérivée logarithmique de la fonction de partition par rapport à alpha. Donc, la dérivée logarithmique, la dérivée du log de exponentielle alpha z, c'est toujours exponentielle alpha z. Et donc, j'ai une relation entre potentiel chimique et nombre de particules. Et je fais un petit peu vite, encore une fois, vous regarderez ça tranquillement. Voilà l'expression du potentiel chimique, si j'inverse ça, en fonction de la température. Je l'avais mentionné la dernière fois, mais je ne l'avais pas commenté. Donc effectivement, à haute température, le potentiel... Alors vous voyez, à haute température, la longueur d'onde de Debye est petite devant la distance entre les particules, donc le log est bien positif, et à haute température, le potentiel chimique est bien négatif, et c'est le même qu'il s'agisse de fermions ou de bosons. Les différences sont à basse température. Vous voyez qu'il se passe des choses. En gros, à la température où ce potentiel chimique change de signe, et en gros, ici, à partir du moment où ce potentiel chimique semble décoller. Alors, ce potentiel chimique, on n'est pas toujours très familier avec, et donc je voudrais terminer avec quelques commentaires, essayer de comprendre le signe. Alors d'abord, on sait que le potentiel chimique, c'est la capacité à accepter des particules, puisque on a transfert de particules d'un système de grand potentiel chimique vers un système de petit potentiel chimique. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire ici que le potentiel chimique est négatif, par exemple, pour un gaz parfait classique? Alors, pour ça, je vais essayer d'utiliser une relation que je vais obtenir à partir... Alors ça, c'est la relation fondamentale de la thermodynamique, l'énergie interne en fonction d'entropie et le nombre de particules. Je n'ai pas mis le volume ici. Et donc, une relation intéressante, c'est que si je fixe l'énergie totale, je peux comprendre le potentiel chimique comme, au signe près, la dérivée de l'entropie par rapport au nombre de particules. D'accord ? Le potentiel chimique, c'est la dérivée, au signe près, de l'entropie par rapport au nombre de particules. Alors, essayons de voir comment l'entropie varie pour un gaz classique quand je rajoute des particules. Dans la limite classique, le facteur de Fermi ou de Bose sont égaux, ils sont tout petits, c'est l'exponentielle, ils sont petits devant 1, c'est-à-dire que les états sont peu remplis. Et si je fixe, par exemple, l'énergie ici, vous pouvez voir qu'il y a plein de façons de réaliser cette énergie-là. C'est évident.
J'en ai montré qu'une, je vous en montrerai une autre tout à l'heure. Et je rajoute une particule. Je rajoute une particule, mais je veux garder l'énergie totale. C'est-à-dire que les autres particules doivent descendre. D'accord ? Et vous voyez bien que pour garder l'énergie totale, il y a plein de façons de faire descendre les autres particules. Donc à partir de cet état-là, vous voyez qu'en rajoutant une particule, je fabrique beaucoup d'autres états de même énergie, mais avec une particule de plus. J'ai mis du temps pour les faire, vous pouvez vérifier qu'à chaque fois l'énergie est constante. Mais vous voyez, j'ai rajouté cette particule ici, et j'ai baissé les autres pour avoir la même énergie. Donc l'entropie a augmenté. Je fais le même exemple ici pour un autre, puisque là j'ai déjà une entropie importante. Donc les points verts, ce sont différentes façons. Non, alors c'est les mêmes façons de réaliser une énergie donnée, mais j'ai différentes façons de rajouter une particule. Et là aussi, vous voyez que je fabrique beaucoup de nouveaux états. Donc l'entropie augmente. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, si vous avez des états vides, si vous n'êtes pas beaucoup dans cette pièce, si quelqu'un arrive, il a beaucoup de choix pour se placer. Donc ici, il existe un grand nombre de façons de maintenir l'énergie en rajoutant une particule. Donc ds sur dn augmente, donc le potentiel chimique est négatif pour un gaz classique. Qu'est-ce qui change pour un gaz quantique? On va commencer par des fermions. La différence pour des fermions, c'est que les niveaux ici sont très remplis. Ils ne sont pas encore complètement tous remplis, mais ils sont très remplis. D'accord ? Et donc, si je rajoute une particule, comme je l'ai fait ici, si je veux garder l'énergie constante, pour la définition du potentiel chimique, si je veux garder l'énergie constante, il faut que tous les niveaux verts descendent. Mais je n'ai pas beaucoup de façons de le faire. Vous voyez ? Là, je n'ai qu'une façon de le faire. Si au lieu de mettre la particule ici, je l'injecte ici, j'ai aussi qu'une façon d'y arriver. Donc de ces deux configurations initiales, si je rajoute une particule, il ne me reste plus qu'une seule configuration. Donc en rajoutant une particule, j'ai ordonné le système. D'accord ? Donc cette fois-ci, ds sur dn est négatif. Et donc la signification du potentiel chimique, qui cette fois-ci est positif, c'est qu'en rajoutant une particule, eh bien, on a un peu plus tassé le système de fermions et on l'a ordonné un peu plus. Une façon alternative de décrire le potentiel chimique, qu'on voit un petit peu plus souvent dans la littérature, mais qui est quand même moins utile finalement, c'est que je peux dire aussi que le potentiel chimique, c'est du sur dn à entropie fixée. D'accord ? ds égale 0, donc c'est du sur dn. Donc c'est l'augmentation d'énergie, en rajoutant une particule, mais sans changer l'entropie. Alors, garder l'entropie fixée, ça c'est un petit peu plus difficile que garder l'énergie fixée. Donc c'est plus difficile, sauf à température nulle, puisque à température nulle, on sait que l'entropie est nulle, le système est ordonné. Donc à température nulle, où l'entropie est nulle, rajouter une particule, ça ne change pas l'entropie, puisque pour des fermions, le système est déjà ordonné. Donc pour des fermions, vous voyez que le potentiel chimique, comme le système est complètement, tous les états sont complètement remplis, le potentiel chimique, c'est l'énergie qu'il faut pour rajouter une particule. Donc on dit que le potentiel chimique, ou l'énergie de Fermi à température nulle, c'est l'énergie du dernier état occupé, c'est l'énergie qu'il faudrait apporter pour ajouter une particule au système. Alors que pour des bosons, vous mettez tout ce que vous voulez dans le fondamental, si je suis à température nulle, donc le potentiel chimique est nul. Donc, pour des fermions à basse température, le potentiel chimique est positif. Pour des bosons, il est nul, de toute façon, il ne peut pas être positif. Et puis, évidemment, quand on se rapproche, alors par un mécanisme ici qui est un petit peu compliqué, qui est contenu donc, dans cette grande fonction de partition, eh bien, à haute température, on se retrouve donc avec un régime commun pour les fermions et les bosons, qui est le régime du gaz parfait classique. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant pour la prochaine fois? On n'a pas encore répondu à cette question. Que deviennent ces équations d'état U en fonction de T et de N, PV en fonction de T et de N? Mais on a tout ce qu'il faut maintenant pour calculer ces fonctions.
puisqu'on connaît les statistiques quantiques, on connaît les facteurs de Fermi et de Bose, donc on a l'énergie interne, on a la pression, c'est une formule un petit peu plus compliquée, et puis on a la relation entre nombre de particules et potentiel chimique. Donc si on peut éliminer le potentiel chimique, on aura PV en fonction de T et de N, et l'énergie interne en fonction de T et de N. Et donc il restera à calculer ces sommes la prochaine fois pour répondre à la question qu'on s'est posée au début du cours. Donc, résumé, ces statistiques quantiques donc, sont extrêmement importantes. Elles conditionnent quasiment votre physique de tous les jours et la physique la plus moderne. Hein. Voilà, tous ces phénomènes physiques nécessitent la connaissance du facteur de Fermi-Dirac et du facteur de Bose-Einstein. Voilà, alors j'ai presque terminé. Parmi ces 4 grands physiciens, je voudrais dire un mot sur Einstein, parce qu'avant d'arriver en physique statistique, peut-être en mécanique quantique, on a l'impression que Einstein, c'est la relativité générale, la relativité restreinte, et on connaît moins ses contributions par ailleurs. Alors vous avez commencé à en découvrir quelques-unes, mais ses contributions en physique quantique et physique statistique sont vraiment exceptionnelles. Je les résume ici. 1905, il a été vraiment le premier à comprendre le rayonnement du corps noir, après l'explication un petit peu empirique de Planck en 1900, par l'introduction du quantum de lumière, qu'on a appelé ensuite le photon. Hein, donc le photon, c'est Einstein. La capacité thermique des solides, c'était l'application donc, de ces idées de Planck pour quantifier l'oscillateur harmonique, c'est ce que vous avez fait la semaine dernière. Cette idée de quantum de lumière et de photon a mis du temps à être acceptée parce que le 19e siècle, c'était le triomphe de la physique, de la mécanique, de la théorie ondulatoire. Hein, et dire que la lumière, ce n'était pas des ondes mais des corpuscules, ce n'était pas évident, il fallait concilier les deux. Einstein l'a compris de façon quantitative un petit peu plus tard. Ça fait l'objet d'un problème qui est dans les annales, hein, que vous pouvez aller voir. 1917, l'émission stimulée, c'est ce concept qui conduira 40 ans plus tard à l'invention des lasers. La condensation de Bose-Einstein, donc phénomène dont on parlera la semaine prochaine, a été observée 70 ans plus tard. Le paradoxe EPR, donc c'est un travail fait avec ses collaborateurs Podolsky et Rosen, qui poussait en avant toutes les subtilités de la mécanique quantique avec des interrogations extrêmement subtiles qui ont conduit à l'idée maintenant plus moderne d'intrication quantique, donc c'est encore Einstein. Et lui-même disait qu'il avait passé beaucoup plus de temps à comprendre la mécanique quantique que la relativité restreinte ou générale. Voilà, je vais terminer ici, mais pas tout à fait. Je vais finir par encore une autre photo, c'est celle de Fermi. Alors cette photo, elle est célèbre parce qu'il y a une erreur dans cette photo. Donc vous lirez, j'espère, tout le cours, mais aussi de façon attentionnée le dernier transparent de ce cours. Et donc on en reparlera la semaine prochaine.